Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content, voilà, je ne veux pas cacher ma joie, mon bonheur, parce qu'on va parler d'Eustache, qui est un cinéaste important pour moi. On en avait déjà parlé sur cette chaîne, mais on va en parler parce qu'il y a un livre qui s'appelle tout simplement Jean Eustache, Un amour si grand. C'est édité chez Capricci. Vous reconnaissez les trois personnages de La Maman et la Putain. Et le livre a été écrit, c'est un ouvrage littéraire. Et ça a été écrit par Philippe Azouri, que je connais de par ses papiers depuis très longtemps. On en parlait un peu hors caméra depuis au moins 98-99. Et c'est un critique de cinéma important aussi pour moi. Je referme la parenthèse. Et je suis donc très content qu'il ait accepté d'être là, sur cette chaîne, et de taper la discute, comme on dit, sur le livre et sur Eustache. Et on va se tutoyer. Merci à toi. Comment vas-tu? Bien, un peu jet-lagué parce que je reviens de Toronto. J'ai présenté mes petites amoureuses là-bas et le Père Noël a les yeux bleus. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Il y avait 250 personnes aux deux séances. La salle était pleine, avec 1 heure de débat, de questions. J'étais réellement surpris. C'est pour ça que j'en parle là, parce que ça avait été juste une présentation lambda, un peu lointaine. Bon, c'est toujours agréable de voyager, mais souvent, des fois, on se retrouve c'est un peu seul. Et je me demandais quand même comment ça allait passer, cette histoire de Faune Montparnault devant un public d'Amérique du Nord. Et j'ai vu un des publics, sans doute bravo à Andrea Picard qui aujourd'hui dirige la Cinémathèque et à Toronto il alimente quotidiennement de merveilles. J'ai vu un public cultivé comme j'en ai rarement vu. Enfin, je pense qu'il se passe là un relais comme de ce qui a pu se passer avec l'Anglois dans les années 50, 60, 70 en France, quoi. Enfin, des gens qui vous posent des questions sur la façon dont Nestor Almagros Claire dans Mes petites amoureuses, enfin des choses comme ça. Il y avait même une question pour savoir si Jean-Pierre Biès, qui était un critique qui a à peine écrit pour les cahiers du cinéma et qui est mort très jeune, s'il apparaît du côté de Robinson. Je dois dire que même moi, je ne le sais pas, je ne serais capable de le reconnaître. J'ai jamais vu de photo de Jean-Pierre Biès. Cette question surgisse comme ça, on est saisi quand même. On se dit que il y a quelque chose de mondial désormais dans la cinéphilie, mais il y a aussi des particularités par lieu, quoi. Enfin, voilà, où on est invité. Mais je profite du fait que tu en parles. C'était un public, je pense pas que tu aies eu l'occasion, le temps vraiment de te concentrer sur ça, mais c'était un public plutôt jeune, très jeune, ou tout simplement, enfin, un mix. J'ai regardé ça, c'est un truc je suis comme toi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai vu d'abord arriver des séances qui avaient lieu à 18h30, à partir de 18h15, un public un peu âgé, donc j'étais un peu truc. Et puis j'ai vu un public plus jeune qui est arrivé vers les 5 dernières minutes ou qui est même arrivé alors que je présentais le film. Alors eux sont arrivés en masse, un peu plus en retard. C'est tous les âges, avec une large partie d'étudiants, une large partie de cinéphiles qui sont leur cinémathèque appartient avec le TIFF, c'est-à-dire le Festival de Toronto qui a lieu en septembre. Et le festival en septembre, c'est un moment fort pour eux, mais j'ai quand même l'impression que là, désormais, toute l'année, et c'est peut-être déjà le cas depuis très longtemps, parce qu'il y avait Andrea, mais il y a Picard qui le dirige aujourd'hui, mais il y avait l'ancien directeur de la Cinémathèque qui était là aussi, qui posait des questions absolument incroyables. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un continuum, il y a une librairie en bas avec des livres. J'ai quand même pu trouver le livre de Michel Delahaye, le recueil des critiques de Michel Delahaye chez Capricci, il est là-bas, quoi, par exemple. Sans parler de mes propres livres, j'étais quand même assez étonné. Sachant que Toronto, c'est quand même une ville anglophone, c'est pas Montréal, quoi. Non, c'est voilà. Et en tout cas, toute la rétro, enfin là, ils montraient tout. Je crois que c'est quasiment sold out à chaque séance. En tout cas, ils sont jamais en dessous de 200 personnes, ce qui est quand même, c'est incroyable. Moi, j'ai pas eu des scores comme ça sur les présentations que j'ai pu faire en France, quoi. On s'en approche parfois, mais c'est des scores qu'on peut avoir à la Cinémathèque, quand on fait des choses à la Cinémathèque, effectivement, dans la grande salle.
Mais je trouve, alors c'était pas du tout prévu qu'on parle de ça, mais je trouve que c'est important. Enfin, je trouve que ça peut faire une bonne transition avec parce que l'année dernière est sorti, est ressorti ou sorti, ça dépend de comment on se positionne par rapport à ce film-là. La maman et la putain. Et ça a été, si je me trompe pas, un succès. Ça a été un succès. Et il y a ça, voilà. Et cette année, il y a tous les films de stage qui sont. L'œuvre a été restaurée en 4K depuis 7 juin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est est-ce que tu as été surpris, par exemple, par rapport à La Maman la putain l'année dernière, qu'il y ait autant de succès et que ça sensibilise non pas forcément même pas forcément les cinéphiles, mais aussi le public sous toutes ses spécificités, voire même un jeune public. Est-ce que ça a été tu as été surpris? Je vais te dire, à la fois j'étais complètement certain que le film aurait à nouveau une force, un impact, une présence. Pour la bonne et simple raison, et c'est une des thèses de mon bouquin, c'est que je pense que l'une des très très grandes forces de stage, c'est pas, par exemple, quand on voit La Maman et la putain, c'est pas le plaisir, ça peut exister, je veux dire, le plaisir de revenir dans un certain Paris des années 70, un plaisir qu'on peut avoir dans les films avec les films de Rivette, par exemple, certains Rivette, comme Out One, on se dit, tiens, on traverse une époque, quoi. Mais la très très grande puissance de stage, c'est qu'il est immédiatement, il nous met au présent, et il nous demande à nous de... Non, c'est plutôt nous qui lui demandons à ce qu'il nous serve. Et il y a cet effet-là avec La Maman et la putain qui est complètement incroyable. C'est tous les gens qui ont vu le film plusieurs fois dans leur vie, à des moments différents, se sont aperçus que le film n'était jamais le même. Il nous convoque à différents endroits et qu'il en sait plus long sur nous que l'on en sait sur lui. C'est jamais le même film. Mais là, on a pu voir que c'était vraiment très très étonnant. C'est que d'une part, donc, effectivement, il y avait cet effet très présent d'une œuvre qui revient nous hanter, qui revient qui se porte volontaire pour être utile pour nos vies. Ça, c'est sublime. Mais il y a aussi un effet au présent, c'est-à-dire comment c'est reçu par des gens par des jeunes gens, des gens qui ont 20, 23, 25, 30, qui sont dans des problèmes finalement parfois de redéfinition du lien amoureux, de ce que c'est qu'un couple ou faire couple, ou de qu'est-ce que c'est l'amour ou qu'est-ce que c'est le désir, qui sont des questions qui avaient été posées dans les années 70, et que le film pose dans ce triangle amoureux, que finalement, aujourd'hui, les gens très jeunes reposent aussi, mais à leur façon, différemment. Et j'étais à la fois curieux et inquiet. Je me suis dit, mais soit ça passe et il y a un dialogue génial avec ce film, soit le film est mis au pilori par une jeune génération, qui, moi, est une génération qui m'intéresse, à laquelle j'espère continuer à avoir un lien. C'est pour cette génération que j'ai fait ce livre-là. Je ne sais pas si c'est celle qui le lit ou c'est celle qui l'achète, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, c'est à eux. En tout cas, c'est à elle, c'est à cette génération que j'ai pensé comme interlocuteur, comme interlocutrice, puisque c'est une génération. Et une génération qui par ailleurs, s'en fout des chefs-d'œuvre. Moi, je l'aime bien pour ça aussi. C'est-à-dire que on dit aux gens de cette génération, vous allez voir La Maman et la putain, il ne faut surtout pas leur dire c'est le plus grand film de tous les temps. De suite, ils se braquent. Et ils ont raison de se braquer. Ils jugent sur pièce. Ils veulent voir. C'est comme au poker. Ils payent pour voir. Et ce qu'on a vu, ce qui était dément, c'est que d'un coup, il y a eu réellement choc. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens vraiment de toute sexualité, jouant au maximum l'indifférenciation du genre, il, elle, yels, tout ça complètement remis en jeu, remis en question, remis en doute. Se confronter à ce film-là et me dire, j'étais vraiment très curieux de ça, me dire c'est sur le discours amoureux, c'est parmi ce qu'on a entendu plus bas. Et c'est un grand soulagement, parce que j'avais déjà entrepris d'écrire ce livre, et que j'aurais été très très blessé, je crois. Je pense que ça aurait même pu arrêter mon mouvement si cette génération-là avait d'un coup dit c'est quoi ce truc, c'est sale, il y a un truc dégueulasse dans le regard. Pour le mec. Je sais pas, chose qu'ils auraient pu tout à fait dire s'ils avaient voulu, s'ils avaient senti quelque chose, ils avaient cette liberté-là. Et ils ont fait la fête au film, dans le bon sens du terme. Et je dois avouer que ça m'a donné d'autant plus de courage de mener l'entreprise à terme et d'arriver quasiment en même temps. Le livre est sorti le 23 juin, les films sont sortis le 7, d'arriver au moment où toute l'œuvre est à nouveau disponible, ce qui est quand même très important.
Ce que j'avais omis de dire au début de l'émission, et je m'en excuse, c'est tellement évident pour moi que je ne l'ai pas dit, je m'en excuse. Effectivement, tu es aussi écrivain de cinéma, il y a d'autres livres à ton Oui, actif, oui. comme un livre sur Schroeter, un livre sur Garel, il y a même aussi une conversation avec Adolfo Arrieta que je recommande vivement. Mais je voudrais, et d'autres livres, mais je voudrais savoir, est-ce que celui-ci, est-ce que pour le coup, ça a été peut-être l'entreprise, enfin entreprise c'est horrible, le projet le plus complexe à écrire? Non, tu touches un truc assez juste. Ça aurait dû être le premier. Des fois, comme une boutade, mais pas tellement, je dis bah, le premier sera le dernier. Là, je sais pas si j'ai le courage d'en écrire un autre. Bon, ça, c'était j'ai terminé il y a 1 mois et demi. J'ai terminé en. Les gens de chez Capricci qui ont une patience en or. Je les embrasse et je les salue. C'est pas pour rien que j'ai une fidélité éditoriale avec eux, parce que c'est les seules personnes qui sont capables. À chaque livre, je réécris tout la veille, enfin, je détruis tout. Ce livre-là, d'ailleurs, il l'attendait depuis 7 ans. Il y a 7 ans, j'avais fait un premier manuscrit qu'ils n'ont pas lu, que j'ai détruit, parce que je n'aimais pas le livre que j'avais produit. Je n'étais pas du tout satisfait. Je pense que c'est une bonne chose. Je ne suis pas du tout reparti de ce livre-là. Il doit sans doute en rester 10 ou 20%, un peu inconscient comme ça. Ce livre-là, je réécrivais encore des chapitres le jour où il partait à l'imprimerie. Une idée, et il est parti à l'imprimerie la veille du 1er juin, il est sorti le 23. Enfin, on a fait ça dans des conditions extraordinairement excitantes et périlleuses. Et oui, ce livre-là, disons, c'est une entreprise. Ça a été d'abord une entreprise longue, parce que c'était il y a déjà 20-25 ans. C'est le livre que je voulais faire. C'était déjà la maîtrise que je voulais faire, le DEA, la thèse que je voulais faire. J'ai pas fait ça. Je venais de province. J'étais stachien d'ailleurs. Je venais du sud de la France. Je voulais rentrer à Paris, dans une fac à Paris 3. J'ai pris un sujet historique, difficile, qui était la production en France entre 1907 et 1914. Et je me souviens que Maxime Fegel, qui était ma prof à Montpellier 3, m'avait dit tu auras tout le temps, toute ta vie, de faire un livre sur Eustache un jour. J'étais en maîtrise, hein, donc j'avais. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je me suis toujours dit que je le ferais. Et puis j'en ai fait d'autres entre temps. Ça aurait dû être le premier. Puis j'ai fait une première version, donc il y a 6 ou 7 ans, qui était très justement, alors, parce qu'on en parlait avant, était très sur la mythologie, très sur la mythologie des années 70. Des choses qui m'intéressent beaucoup moins maintenant. Je préfère vraiment le remettre au présent, Eustache. S'il y a bien un argument de ce livre-là, c'est de le reprendre au présent. Ce qu'il nous dit et d'essayer de l'entendre, d'oublier la mythologie. Et puis le premier livre, enfin celui qui n'existe plus, ce livre fantôme, je pense qu'il était aussi un peu complaisant sur des questions d'autodestruction, d'automutilation, de suicide, hein, pour dire le mot, qui n'était pas très, c'était un peu malsain, je devais être très fatigué, je crois. C'était un livre qui enchaînait, j'avais enchaîné un livre sur le Velvet Underground avec Joseph Goss, un livre sur Jarmouche pour Capricci, avec une expo sur Jarmouche, et le livre sur Eustache devait sortir dans les 3 mois plus tard. Il avait été écrit, ce livre-là, en 3 semaines, et bon, au moment de le relire avant de le donner à Capricci, je l'ai détruit. Capricci a été très patient. Il m'a dit, bon, attends, il y a 2 ans, ils m'ont dit, on ne remettrait pas cette histoire-là sur le feu. J'en avais très envie. Puis, entre-temps, on a appris que les films allaient être restaurés et ressortir enfin, pour la première fois. Peut-être même un jour disponible. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer, mais peut-être disponible sur un support, Blu-ray, DVD, que sais-je. En tout cas, il y aurait une circulation des films à nouveau, que cette œuvre ne serait pas simplement racontée à des gens qui ne pourraient pas la voir, ce qui serait terrible. Et le livre a pris 1 année. Je me suis mis à écrire début juin l'an dernier, jusqu'à fin mai cette année. Et ça a pris 1 année où ça a dévoré beaucoup de place. C'est étrange. Hein. Il n'y a pas tant de livres que ça sur Eustache. Et la majorité des livres sont des livres de souvenirs. Il y a le livre de Luc Béraud qui est passionnant, Eustache au travail. Il y a des livres d'anciennes fiancées, notamment certains qui sont très beaux, notamment un qui s'appelle Damien, qui est un livre on parle chez Gallimard. Les textes de Jean-Jacques Schoulle qui sont sublimes, enfin voilà, sur ce qu'a été son ami. Mais des livres qui se collent à l'esthétique d'Eustache, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait celui de Philippon, d'Alain Philippon dans les années 80 au Cahier. Philippon est quelqu'un qui a mis fin à ses jours aussi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment à un moment donné où on voit que c'est pas été immédiat. Il s'est passé cette année, je ne sais pas du tout les raisons pour lesquelles Philippon a fait ce geste-là. Mais il y a quelque chose qui abîme quand même. On sort pas. J'étais pas très bien. Là, on est quoi, 21 juillet.
Ça va très bien, je me sens très en forme. J'en aurais fait cette interview le 15 juin, tu m'aurais trouvé, Samir, dans un état pas terrible. Il y a un abîme, en tout cas, on se penche sur un abîme, il faut oser le regarder. Et en même temps, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans cette œuvre-là. C'est une œuvre qui est incroyablement ensoleillée par endroits, venteuse par endroits, avec une jouissance et un plaisir qui est unique, mais qu'on peut retrouver chez Renoir, chez Guitry, notamment dans certains cinémas français des années 30, ou dans un certain élan de la Nouvelle Vague, quand on revoit... Ça, c'était une chose très, très intéressante à Toronto, c'est que j'ai entendu les gens rire, et beaucoup. Et ils riaient au bon endroit, enfin, ils ne se moquaient pas, ils étaient devant le Père Noël, devant, du côté de Robinson, devant Mes Petites Amoureuses, des salles de 250 personnes hilares. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout écrasés par l'astre noir eustachien, pourtant qui est là, hein, parce que Petite Amoureuse, c'est un film qu'il faut encaisser, on en sort malheureux. La phrase de Bergala, elle est très juste. Mais ils étaient pris dans le plaisir. C'était très, très, très... ça faisait beaucoup de bien. Ça faisait beaucoup, beaucoup de bien de les entendre au bon endroit. Moi aussi, du coup, je riais quand je les voyais, ça faisait longtemps que je n'avais pas ri dans des stages. Je pense qu'à un moment, le travail avait éteint ça, et j'espère au moins que le livre retrouve des endroits de sourire. Ce qui est dès le début, dès l'ouverture, comme tu sais, on dit souvent, il faut regarder les 5 premières minutes d'un film et on peut comprendre un peu les attentions. Mais toi, dès l'ouverture du livre, je me permets de dire le mot ouverture. D'ailleurs, je vais lire ce que tu écris parce que c'est très drôle et en même temps, tu dis, c'est la première page. Hein, ce livre n'est pas une biographie de Jean Eustache, virgule, Dieu merci. Et après, plus loin, tu convoques Jean-Claude Biette. Il faut toujours d'ailleurs parler de Jean-Claude Biette, c'est important. Oui. Où tu dis, il faut. Et en fait, c'est un livre, c'est aussi de la critique de cinéma, ce que tu fais. Tu dis, tu prends Biette en disant à pied d'œuvre, reprendre revoir ses films à pied d'œuvre. Et ça, pour toi, c'était important. Oui. C'était important pour 2 raisons. C'est que quand ce livre a été pensé, et même, je m'y suis remis il y a 2 ans. Les films n'étaient pas encore au programme on ne savait pas qu'ils allaient être restaurés. Mais il y avait un moment où les films, on avait peur que les films disparaissent. Et ce livre a quand même été pensé un long moment, alors qu'on était hanté par l'idée que ces films pouvaient disparaître, c'est-à-dire que les négatifs étaient en train de s'abîmer. On ne savait pas du tout si on allait garder de l'œuvre d'Eustache, puisque rien n'avait été fixé sur DVD, rien, sauf des copies pirates, si on n'allait pas garder que des vieilles copies pirates dégueulasses. C'est-à-dire que vous avez Van Gogh, et d'un coup, vous avez des photographies noir et blanc de ces tableaux. Ce qui est quand même fait assez mal. Et je me souviens que Jean-François Roger, de la Cinémathèque, que je connais bien parce que j'ai travaillé à la Cinémathèque justement quand je suis arrivé de Montpellier, jusqu'en 2012, donc c'est quelqu'un que je connais intimement. Voilà, et Jean-François m'avait dit un jour, il savait que j'avais ce long projet, il m'a dit, mine-toi, fais vite ce livre, parce qu'à la vitesse à laquelle ça va, s'il ne se passe pas un miracle, les films vont disparaître et il ne restera plus que ton bouquin. Ce qui voulait dire qu'il fallait quand même prendre le temps de raconter ce qu'il y avait dans les films. Pas plan par plan, mais quand même pas mal. Et c'est vrai que celui qui a quand même un peu théorisé ça, cette approche des films très à l'écoute, en tout cas très en gros plan, très en détail, c'était Biette, c'était Jean-Claude Biette. Et c'était une série de textes sublimes qui s'appelle À pied d'œuvre qu'il avait donné pour Trafic. Et bon, Biette, c'est quelqu'un d'important dans la vie d'Eustache. Et Eustache est important dans la vie de Biette. Il a été le monteur de son premier court-métrage. Ils ont eu un dialogue critique permanent. C'est cette bande de cinéphiles qui arrivait juste après la Nouvelle Vague, dans laquelle faisait partie Danet, mais également Narboni, Connolly, Fieschi, Bies, dont on parlait, lui qui est mort très tôt. Enfin, vraiment des gens qui ont été là du début à la fin de la vie d'Eustache, qui ont accompagné cette sorte de ce moment cinéphilique. Labarthe, c'est un peu des enfants plus de Rivette, d'une certaine manière, et de Douchet que des enfants de Bazin. Bazin était déjà mort quand ils sont arrivés. C'est des gens qui sont arrivés à la cinéphilie vers 61-62. Ça se joue à 2 ans près. Aujourd'hui, ça nous semble antidéluvien. Pour quelqu'un qui a 21 ans qui nous écoute parler de ça, on dirait que la différence entre 64 entre 57 et 62, elle semble pas énorme. Pourtant, à cette époque-là de la cinéphilie, des goûts se sont joués, des écritures différentes, des tribus différentes. Et c'est vrai que quand Eustache a... C'est un parcours extraordinaire, Eustache. Il est à Pessac, il grandit à Grenoble, il grandit à Narbonne. Et quand il monte à Paris, il est ouvrier à la SNCF.
il a 21 ans. Rien ne prédestine ce garçon-là, à 24-25 ans, de faire des premiers films qui se revendiquent de Renoir, de Mizoguchi, de Guitry ou de Pagnol, ou de Preminger ou de Dreyer. Rien. Si ce n'est une rencontre incroyable avec les gens des Cahiers, à la mesure où Jeanne Delos, son épouse, devient secrétaire au Cahiers. Lui, il commence à fréquenter la cinémathèque, il voit l'intendant Sancho de Mizoguchi, il y a une espèce comme ça d'épiphanie, et à partir de là, il va chercher sa femme de plus en plus tôt, c'est Douché qui raconte ça. Il se pointe au Cahiers, d'abord la chercher à 18h30, puis à 18h, puis à 17h30, et à un moment, à 16h30, il est là, il est dans un coin, il dit rien, et il écoute Douché, il écoute Rivette, Michel Delahaye, dont on parlait peu avant, Moulet, Narboni, Comolli, Fieschi, les Corses, c'est pas du tout corse, je crois qu'il y a que Fieschi qui était corse dans l'histoire, mais bon, qu'on appelait la bande des Corses. Toute cette bande-là commençait à parler à voix haute des films et à raconter, puis il se met à aller à la cinémathèque, il se met au début, il est au 6e rang, puis il est au 5e, et finalement, il est au 3e rang avec eux. Et sans que personne s'en aperçoive, parce que c'est quelqu'un à ce moment-là de très discret, qui parle très peu. C'est un autodidacte, il a la pudeur des autodidactes, il vient du Sud, il vient d'un milieu ouvrier, qui a vu Mes Petites Amoureuses, c'est ça par cœur, ou Le Père Noël a les yeux bleus, le film de la trilogie des Daniel, quoi. On sait à quel point, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu qui n'avait pas du tout accès à cette culture-là. Et qui a fait son premier film quasiment en contrebande, un peu en tapant dans la caisse des Cahiers d'ailleurs, et c'est du côté de Robinson, des mauvaises fréquentations. Le film est magnifique, il laisse un peu tout le monde par terre. Godard aide pour qu'un deuxième moyen-métrage se fasse, c'est Le Père Noël a les yeux bleus. Et à partir de là, une longue histoire va s'écrire, enfin pas si longue, parce qu'elle va durer 20 ans. 62-81, même 19 ans. Hélas, il met fin à ses jours en 81, à 42 ans. Mais entre-temps, il crée une œuvre qui est hors format. Enfin, je veux dire, personne ne pense jamais à La Maman et la Putain comme étant un premier long métrage. Or, c'est un premier long métrage de fiction. Il est en noir et blanc, il fait 3h30. Mais est-ce que Le Père Noël a les yeux bleus n'était pas déjà un premier long métrage de fiction? Mais bon, il fait 40, 51, 52 minutes, je ne sais plus, lui-même en noir et blanc. Est-ce que le premier long métrage de fiction, c'est pas finalement Mes Petites Amoureuses, qui était prévu avant, mais qu'il a fait après? De toute façon, chez lui, fiction, documentaire, la durée, toutes ces étiquettes-là sont sans cesse malmenées, détournées, ridiculisées, réinterrogées. Il s'amuse avec ça. Et finalement, c'est une œuvre qui pouvait paraître comme ça. J'ai parlé récemment avec quelqu'un qui a 70 ans, qui connaît cette œuvre-là par cœur. Il m'a dit, c'est en lisant ton livre que je me suis aperçu qu'il y avait une unité. Moi, je voyais les films sortir à l'époque. On me dit, il fait un documentaire à Pessac. Il en refait un 10 ans après. Il y a une sale histoire, on ne sait pas comment ranger ça. Un film de fiction de 22 minutes et un film de documentaire de 23 minutes, montés ensemble et qui racontent la même chose et qui racontent la même impossibilité à représenter. Ce long métrage complètement incroyable de 3h30 qu'est La Maman. Cet long métrage couleur de 2h05, un peu sec, mal vu à l'époque, qui est Mes Petites Amoureuses. Et au milieu de ça, des moyens métrages qui sont sublimes. Mais comment ranger ça? Et en fait, tout va. Le livre qui n'est pas une biographie. Le livre, il est chronologique parce que d'une certaine façon, on peut faire que comme ça. Si on veut comprendre vers où ça va hélas, vers une sorte de trou, à un moment, mais un trou théorique. Il faut passer par l'évolution, la façon dont systématiquement chaque film répond au précédent, vient casser quelque chose, vient reposer une question, ou vient reprendre la question qui avait été laissée en suspens à la fin du précédent pour la pousser encore plus loin. Il y a un dépli. Je ne sais pas comment le résoudre mieux. Et tu dis aussi que le livre n'est pas une enquête. Le livre est quand même chapitré. Et je voudrais savoir, à l'intérieur de ces chapitres, est-ce que c'est de la cuisine interne, c'est le style, mais c'est important. Ouais. C'est une manière. Je pense que c'est. Et est-ce que tu t'es permis de temps en temps, délibérément, de te perdre à l'intérieur de ces chapitres pour mieux approcher cette œuvre qui est importante aussi pour toi? Alors ça, c'est marrant parce que c'est quelque chose que ça revient souvent. Est-ce que j'en étais conscient? Oui, sans doute, mais je sais que oui, j'ai laissé libre cours
Alors peut-être c'est dû à la rapidité avec laquelle, pourtant 1 an c'est long, mais la rapidité avec laquelle il a fallu écrire le bouquin. Et moi je réécris beaucoup, je pense qu'il est déjà suffisamment épais, il fait 350 pages, j'ai dû l'écrire 3 fois parce que je suis très 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 exigeant, je détruis beaucoup ce que je fais, enfin, je suis d'une méchanceté inouïe envers ce que je fais. Si là on me laissait 6 mois de plus, j'en refais une version. Mais bon, ça c'est terminé, c'est fixé. Mais oui, c'est-à-dire que j'ai délibérément laissé aller des associations d'idées, d'exploration, de choses, de détails, des choses qui m'ont monté comme ça, qui montaient au visage, aux yeux, en regardant le film. Je maîtrise pas. C'est ma méthode et je l'interroge assez peu. Je la maîtrise peu au sens où j'ai conscience évidemment que ce Eustache-là, le livre sur Garel était un peu comme ça d'une certaine manière, le Cocteau était un peu comme ça, qu'on avait fait avec Jean-Marc Lalanne. Ce sont des livres de volutes. Ouais. Il y a un côté, c'est là que je revendique mon côté libanais, arabisant, enfin, je veux dire. Non, mais vraiment, parce que je ne suis pas du tout cartésien. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Donc, je veux dire, voilà, il y a un côté, voilà. J'en profite. Je ne m'attendais pas à ça. C'est pas vrai, joke. Oui, c'est-à-dire que, enfin, j'aime bien qu'une idée en entraîne une autre et me laisser emporter. Ce qui avait présidé à la découpe de 7 ou 8 chapitres, je ne sais plus. Il y a cette espèce de double chapitre de La maman et la putain. Il y a le livre d'Alexandre et le livre de Véronica. J'étais très content de ça dans cette césure. Mais donc, du coup, ça va faire 8 chapitres. Ce qui était quand même, ce qui présidait à la découpe, c'était pas simplement le fait que certains films comme ça marquaient une interruption, un début de cycle, quoi que ce soit, mais c'est qu'aussi j'y voyais des influences littéraires différentes, pas simplement cinématographiques. Il y a vraiment un moment où il est marqué par Proust, il y a un moment plus célinien, avant Proust d'ailleurs, il y a un moment beckettien vers la fin, à partir d'une sale histoire, il y a un lent moment de bataille, vraiment, qui part de la maman et qui va jusqu'au Jérôme Bosch. Il y a un moment Jacques Rigaud, vers la fin, il y a qui apparaît déjà dans une sale histoire, dans La maman et la putain, et qui revient vers la fin, qui se met à le hanter totalement. Peut-être jusqu'au suicide, d'ailleurs, jusqu'au suicide. Ça, c'est quelque chose que je laisse en suspens. Il y a une influence littéraire à des endroits qui dirige aussi le. Alors que j'ai l'impression que ses goûts de cinéma, à un certain moment, n'ont pas changé. C'est quelqu'un qui a aimé. Qui est contemporain de la nouvelle vague et surtout d'un film comme Les Bonnes Femmes de Chabrol, qu'il va adorer, qui va accompagner un moment post-nouvelle vague, mais très précis sur une poignée de gens, Rosier, Piala, qu'on voit dans Les Petites Amoureuses. Ça, ce sont vraiment les gens avec qui se sent en dialogue à l'intérieur de la post-nouvelle vague, Moulet, Duras. Mais sur ces goûts profonds, finalement, je crois que ces goûts n'ont pas changé de 62, de la grande découverte de la cinéphilie jusqu'à la fin. C'est Renoir, c'est Lang, c'est Murnau, c'est Dreyer, c'est Guitry, Pagnol. Sans doute Grémillon, enfin, je pense qu'il ne réchignait pas devant un Grémillon, devant un Stroheim. C'est pas pour dire, il y avait et Mizoguchi. Mais réellement, c'est avec eux qu'il est dans un dialogue permanent du début à la fin. Sur des questions de découpage, des questions d'angle. C'est ce qui fait la grande étrangeté, une sorte de synchronie des temps comme ça, qui est étrange de La maman et la putain. C'est qu'à un moment, on ne sait pas si on est dans un film expressionniste allemand des années 20, mais bavard. On est face à un film muet. Elle semble venir d'un film de Boris Barnett ou d'un film de Murnau, d'un film de Lang, d'un vieux Lang période des espions, quoi. Mais d'un coup qui se mettra à parler et qui se mettra à nous dire des choses sur le présent et même sur le futur, parce que je pense que ce qu'elle disait en 73, on commence à peine à comprendre. Dans le livre, à un moment, à partir de Mes petites amoureuses, je crois, si je ne me trompe pas, tu dis que les films d'après, le sujet des films d'après, ce sera le cinéma lui-même. Ouais. Phrase qui m'a beaucoup surpris, je te l'avouerai, parce que j'avais cette impression que même les films d'avant, il y avait toujours ce rapport, enfin, cette espèce de connexion avec ce que ça peut dire le cinéma. Et j'aimerais bien que tu m'expliques un peu pourquoi c'est beaucoup plus précis finalement après Mes petites amoureuses, ce rapport au cinéma dans les films qu'il fera. C'est très 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 belle question parce que tu as raison.
Enfin, la question du dispositif cinématographique, elle est interrogée quasiment d'emblée. Mais c'est porté, c'est ma proposition si tu veux, c'est porté jusqu'à Mes Petites Amoureuses, qui aurait dû être le premier film, par un trajet autobiographique qu'il a tenu à raconter. Parce qu'il est vrai que ce trajet autobiographique, il est d'une certaine façon unique dans l'histoire du cinéma, du fait de sa condition sociale. Du fait que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu ouvrier. Il n'y en a pas tant que ça dans l'histoire du cinéma français. Il y a eu Vigo, il y a eu Truffaut, Eustache, Xavier Beauvois, il y a sans doute des gens aujourd'hui, je voudrais chercher un peu mieux, mais il y en a plus dans le cinéma hollywoodien, bizarrement, des gens qui viennent du ruisseau, à commencer par Chaplin. Le cinéma français, ça a de suite été entre les mains de gens qui venaient plutôt de la bourgeoisie, voire de la bourgeoisie. Lui est venu d'ailleurs avec d'autres coutumes, un autre regard, et il est venu comme alors, je sais plus, j'ai longtemps attribué cette phrase à Ingrid Caven et à Jean-Jacques Schul, mais je crois qu'en fait elle est de Françoise Lebrun, de Jean-Noël Pic. Elle est de Pic, je crois. Il dit qu'il est né avec un chagrin d'amour. Je crois que c'est une phrase de Pic. Qu'il est né avec un chagrin d'amour. Et que ce chagrin d'amour, terme freudien qui est lié d'abord à la mère, mais qui va censé se perpétuer, enfin qui va se reproduire et se répéter, va alimenter avec cette trajectoire comme ça cette éducation sentimentale, amoureuse, et cet apprentissage ensuite de la vie, va nourrir la première partie de son œuvre jusqu'en 75. La deuxième partie fait qu'il a complètement, à ce moment, il a une trentaine d'années, il a épuisé, il a 32, 34 ans, il a épuisé ce terreau-là. Et désormais, il va faire des tentatives de scénarios qui sont souvent des coécritures avec des femmes, mais qui ont donné des scénarios qui n'ont pas donné de film parce qu'il était chaque fois conscient qu'il ne faisait que répéter la maman et la putain, c'est-à-dire la chronique amoureuse et sentimentale d'un jeune homme, d'une jeune femme, d'un jeune homme et de deux jeunes femmes dans Paris. Alors que finalement, ce qui l'intéressait, c'était d'interroger le cinéma lui-même et de le dévisager. C'est ce qu'il a commencé à faire avec Une sale histoire. La répétition de La Rosière de Pessac montre ça, le Poche Film montre ça, Les Photos d'Alix, qui est un pur film de dispositif languien. On ne sait plus qui est le vrai, le faux, qui ment, qui délire. Est-ce que c'est le spectateur ou est-ce que c'est le monteur qui est en train qui disjoncte même. Voilà. Et chacun de ces films, d'une certaine façon, surtout Alix et avant lui Une sale histoire, crée des trous. Ça dessine des points d'interrogation, parce qu'à chaque fois, c'est des grandes questions. Il y a beaucoup d'ironie dans la réponse, beaucoup de rire. C'est pour ça que je ne veux pas uniquement accabler Eustache d'une espèce d'humeur noire. Énormément de rire. Il y a une humeur qui vient du sud de la France, quand même. Très important. Très, très important. J'ai envie de rire de certaines choses et de laisser la vie, c'est en tout cas le rire de la vie ou le son, l'impureté de la vie pénétrer tout ça. Et en même temps, il y a une réponse qui est toujours fatalement un abîme. Chaque film creuse un abîme supplémentaire ou ouvre sur un abîme supplémentaire et on projette et on continue comme ça. Ce qui fait qu'effectivement, on se disait ça tout à l'heure, c'est une œuvre qui est sublime. Je connais personne, enfin vraiment, qui se soit... je connais des gens qui se sont arrêtés à la maman et la putain au bout d'une heure en disant c'est quoi ce connard qui fait que parler. S'ils avaient au bout du film, ils auraient vu que c'était différent. Bon, ceux-là, on peut leur demander juste d'essayer qu'un jour ça leur revienne. Mais des gens de toute culture, enfin je veux dire des gens qui, pas simplement en France d'une part, mais aussi des gens qui étaient très très cinéphiles, des gens qui ne l'étaient pas du tout, qui... Voilà, le hasard a voulu une rencontre amoureuse, souvent, des choses comme ça. Quelqu'un me dit bah, tiens, j'aimerais te montrer ça. Viens voir ça au cinéma. Moi, je vois plein de gens qui me parlent de ça là, en ce moment, depuis la sortie du bouquin. Des gens qui ont découvert Eustache l'an dernier, une rencontre, un amant, une maîtresse. Alors, il y a un film, je veux te le montrer, ça ressort au cinéma. Les gens voient ça et ils sortent bouleversés. Et quand ils commencent à voir les autres films, ils s'aperçoivent qu'ils ont un dialogue intime avec lui. Là-dessus, il est très très fort. C'est-à-dire que on est dans une salle, on est 20, on est 10, on est 250, on va tourner tout. Chaque personne est visée, on ne fait pas masse. On est visé à l'intérieur de nous-mêmes et même on a l'impression qu'il s'adresse à nous, qu'il sait des trucs. Nous, on ne sait pas. Enfin, que la personne à côté ne sait pas, qu'il sait des choses et qu'il se met à parler. Il a un pouvoir là-dessus qui est inouï. C'est ce qui fait que ça oblige aussi à une écriture qui soit quand même intime.
tu disais, bon, c'est un livre d'écrivain de cinéma, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que j'ai été très longtemps critique, j'ai arrêté il y a 2 ans, j'ai fait ça pendant 25 ans, je sais écrire que comme ça, je fais pas, j'y fais pas gaffe, quoi. Mais on me le dit, donc je prends le compliment, j'imagine que c'est un compliment. Mais je pense qu'effectivement, on est obligé d'écrire sur. Ça ne veut pas dire des livres ou des textes qui soient que sur l'émotion, mais quand même, à un moment donné, on ne peut pas être froid par rapport à ça. Ou alors on rate un truc. Et on déçoit aussi, je pense que les gens qui aujourd'hui viennent voir ces films, les quelques-uns qui ensuite se disent « Ah, j'ai envie de prolonger cette expérience-là avec un bouquin, apprendre des choses sur lui », ils ont aussi envie de retrouver, peut-être par un travail littéraire ou par des mots, quelque chose qui les a touchés dans le film et peut-être qu'ils ne sauraient dire. Un des plus beaux compliments que j'ai reçus là récemment, c'était avant-hier. Et enfin, je ne sais pas si c'est un compliment, mais c'est pas comme ça que j'entendais. J'entendais comme. Je suis toujours curieux de. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans le bouquin. Je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas lu. Et cette personne-là, quelqu'un qui compte fort pour moi, quelqu'un de 70 ans, m'a dit j'avais pas compris à quel point, pendant toutes ces années, à quel point il était divisé dans ce qu'il raconte. Et bon, apparemment, il y a ça dans le bouquin qui est clair là-dessus, mais c'est vrai qu'il est divisé. La maman et la putain, c'est aux 2/3 l'histoire d'un garçon qui est le double d'un stage qui s'appelle Alexandre et qui emprunte sa parole à d'autres en plus, souvent à des livres, à des films. C'est pas là qu'il est divisé, mais le film se casse en deux aux 2/3 et la position subjective du film change. D'un coup, c'est Véronica qui est reine, c'est elle qui se met à parler, et elle dit des trucs, notamment un monologue qui fait quasiment 10 minutes, mais pas que, parce que le monologue, il commence bien avant, quand elle commence vraiment à régler son compte à Alexandre, et à lui parler d'elle, de son désir à elle, de ce qu'elle voudrait, qui est compliqué à entendre, hein, parce que c'est contradictoire, et c'est pas si évident, c'est un idéal perdu, c'est envie de retrouver une forme d'innocence et en même temps d'y aller à fond dans la sexualité. C'est compliqué à équilibrer tout ça, mais en tout cas, il est clair que ce discours-là de Véronica, il appartient à Véronica. Il n'est pas maîtrisé par Eustache, et Eustache ne le comprend pas forcément. Il l'a entendu, et Eustache était frappé d'hypermnésie. C'est l'inverse de l'amnésie. C'est-à-dire qu'il lisait une page de Proust, il pouvait vous la réciter. Il l'avait jamais lu avant, il lit, il referme, il peut la réciter. Il se souvient de tout. Et ce qui fait qu'il s'est souvenu très longtemps, jusqu'au bout, enfin, des témoignages qu'on peut avoir comme ça, des livres, d'amis qui l'ont connu, c'est que si vous aviez une conversation avec lui, 3 ans après, vous en parlez, mot pour mot, vous pouvez la restituer mot pour mot. Moi, si j'ai une conversation avec ma copine, encore plus une dispute, le lendemain, si j'essaye de la reconstituer, je vais redonner ma version, inévitablement. Il y a quelque chose de l'appropriation. Lui, apparemment, le monologue de Véronica, donc qui correspond à l'ami qu'il avait à cette époque-là, il descendait au café, il prenait un carnet, il couchait. Il couchait sur le carnet tout ce qu'il avait entendu. Ou plus précisément parce qu'il ne le comprenait. C'est ça qui l'intéressait. C'est pas de l'appropriation, c'est pas un côté je m'approprie la parole de l'autre, c'est j'enregistre la parole de l'autre parce que je ne comprends pas ce qu'elle me veut. Mais je suis persuadé que ça m'intéresse. Ça me regarde. C'est ça qui est unique dans ce film-là. Et dans bien d'autres de ces films, parce que la parole de Pic, dans une sale histoire, pareil, enfin, il y a une jouissance de l'entendre raconter, mais il va aussi essayer de comprendre ce que ça veut dire. Quand il lui demande de refaire cette séance d'analyse, d'improvisation sur Bosch, à laquelle il n'avait pas assisté, qui avait eu lieu un jour où il n'était pas là, chez Catherine Garnier, qui était son amie à l'époque, qui était amie de Sacha à l'époque, il reconvoque un film parce qu'il a raté cette soirée-là et qu'il voudrait comprendre ce que Pic voit quand il voit un tableau de Jérôme Bosch. Et il a une jubilation devant ça, sans être certain de suivre Pic totalement dans sa... Mais il sait que là, il se passe quelque chose. La langue vient rencontrer un point de... La psychanalyse lacanienne, dont il était assez proche, je dirais un point de réel, un grand R, ça majuscule, mais en tout cas un point de mystère, un point d'une énigme, un point d'opacité, comme ça, où on se dit, tiens, je me cogne le nez contre ce truc-là, je me cogne le nez contre ce réel qui s'appelle Véronica, ou qui s'appelle la parole, ou qui s'appelle la sexualité telle qu'elle est en train de se redéfinir, et je vais enregistrer ce matériau. C'est un ethno... Moi, quelqu'un
on est reparti l'autre fois, je présentais le film chez Potemkin. C'était vachement sympa, c'était une super journée. Et le livre chez Potemkin, dans le magasin Potemkin à Paris, dans le 10e. Et il y avait quelqu'un dans l'assistance, comme ça, que je ne connaissais pas, très très proche de Schul, en tout cas très, très lettré, qui se souvenait de la boutade de Jean-Jacques Schul, qui disait à propos d'Eustache, qui est son meilleur ami, là, tu devrais faire une carte de visite avec marqué Jean Eustache, cinéaste pour noces et banquets. Génial. Ça a failli être le titre du livre à un moment. On a hésité jusqu'au dernier moment. C'était un des 3-4 titres comme ça qui était en sous. Et ok. Et il me dit, est-ce que pour vous, c'est un cinéaste pour noces et banquets? Je dis oui. Alors, est-ce que ce serait écrivain pour noces et banquets? Alors moi, j'ai un peu un problème avec les questions d'écrivain, cinéaste écrivain. Ça ramène des clichés qui sont pas du tout dans la. En plus, par exemple, Duras, qui peut-être été la plus grande écrivain française du XXe siècle, est aussi une des plus grandes cinéastes au monde. Faire un film comme Les Mains négatives, c'est le cinéma pur. Enfin, c'est pas un écrivain qui fait du cinéma. Du coup, c'est le cinéma à l'état pur dans ce qu'il a de plus beau. Mais je me suis dit, mais peut-être, alors qu'est-ce que ce serait? Ce serait psychanalyste pour noces et banquets. J'ai un stage psychanalyste pour noces et banquets. Ça me faisait assez rire, j'aimais bien cette évention. Mais peut-être que j'ai réfléchi beaucoup depuis, ça fait 2 semaines, cette histoire, 3 semaines, et je me dis, en fait, le vrai truc, c'était Jean Eustache, ethnographe pour ethnologue ou ethnographe pour noces et banquets. Et là-dessus, je pense que de plus en plus, c'est une idée que j'avais pas quand j'avais fait le premier livre Fantôme comme ça, mais c'est une idée qui est née cette année d'un rapprochement que j'aimerais presque même creuser un peu plus, davantage, mais qui est un peu dans le livre, qui est un rapprochement avec Jean Rouch. Je pense que le grand cinéaste avec lequel il a dialogué très longtemps, on ne l'a pas beaucoup vu. Évidemment, c'est toujours pareil. C'est Serge Danet, celui qui voyait tout à la place de tout le monde. Celui qui avait monté le truc. Personne d'autre a vu. Tout le monde a vu. Enfin, voilà, les ramifications avec la nouvelle vague, la littérature, tout ce qu'on voulait. Mais Rouch, à part Danet, personne n'a pointé le machin. Mais il est clair que c'est qu'il a fait avec ou le sud de la France, ou le milieu ouvrier, ou ensuite avec Montparnasse, les années 70, et finalement avec la sexualité de chacun, ce que Rouch est allé faire en Afrique. Et il est parti en ethno et du meilleur tonneau. Enfin, je veux dire, par ailleurs, la psychanalyse et l'anthropologie, c'est pas. En France, ça a eu des liens très forts, notamment qui vont de Claude Lévi-Strauss à Jacques Lacan. Le structuralisme, la psychanalyse, dans son versant structuraliste lacanien, elle doit tout une bonne partie à Lévi-Strauss. Donc il y a quand même quelque chose comme ça qui surnage, dans lequel j'ai l'impression de croiser Rouch. Il y a une amie, je peux la citer, elle s'appelle Gaëlle Vidali, elle a longtemps travaillé à la Cinémathèque, c'était très très proche d'André Labarthe, c'est une proche de Daniel Hamzin, qui est la veuve d'André. Je lui parlais de cette histoire-là il y a quelques jours, et je lui parlais du fait que Fieschi, Jean-André Fieschi, qui est un des critiques au cahier, un des plus vieux copains de stage, fait le cinéaste de notre temps sur Pasolini pour Labarthe. Fieschi avait filmé Eustache 2 mois avant sa mort. C'est un document que j'ai pu voir, c'est un document qui est très rare, qui circule quasiment pas, qui n'est pas dans les restaurations. C'est 16-17 minutes très très difficiles à voir. Eustache va pas fort. Il est dans une paranoïa totale, il est chez lui, il bouge presque plus, ça fait 2-3 ans qu'il sort. C'est vraiment le stage des dernières années. Je dirais Jim Morrison ou Brian Wilson des Beach Boys, des énormes barbes comme ça, ou Charles Manson, un peu très creusé, il a l'air très abîmé, il a 42 ans, il en paraît 10-15 de plus. C'est une vidéo douloureuse et fascinante en même temps. Et puis je lui parlais de cette histoire de Rouch et cette amie, donc Gaëlle Vidali, qui connaissait cette histoire-là par cœur, elle me dit, mais tu te souviens que c'est Fieschi qui a fait le cinéaste de notre temps sur Jean Rouch. La boucle est bouclée. Enfin, voilà, on a l'ami depuis 62, qui est la dernière personne qui va venir le filmer en septembre 81, le 5 septembre. Eustache s'est suicidé le 5 novembre 81, et c'est aussi celui qui fait le cinéaste de notre temps, non seulement sur Pasolini, le Pasolini des enquêtes sur la sexualité, mais il fait aussi le cinéaste de notre temps un peu plus tard, dans les années 70, sur Rouch. Et ouais, ça se dit, tiens, on n'a pas fini, on croit qu'on avait terminé le bouquin, et puis
on commence à peine à entrevoir des pistes. Voilà. On fait des bouquins que pour ça, hein, d'une certaine manière, pas pour. Moi, je commence jamais un bouquin en disant j'ai un truc à dire. Poussez-vous, j'ai un truc à dire sur Eustache, j'en sais rien. Une fois que c'est fini, je commence à peine à comprendre ce que j'ai voulu faire. Mais là, je vois qu'il y avait, j'ai déterré un truc où je me dis merde, je pourrais y aller plus loin. Et plus loin, ça fait enfin, un chapitre peut-être ou un paragraphe, pas forcément plus, mais en tout cas, il y a un lien. Mais oui, et d'ailleurs, tu en parles dans le bouquin de cette vidéo que tu vois. Il y a un moment dans l'avant-dernier paragraphe qui s'intitule alors, on pourra malheureusement pas tout dire du livre, hein. Ça, j'en suis vraiment désolé. Mais en tout cas, le lien qui renvoie à la page dédiée du livre, voilà, dans le descriptif, vous cliquez dessus et vous tombez sur le site de Capricci et vous le procurez, c'est important. Dans l'avant-dernier chapitre de ton livre, intitulé Le Périphérique, donc, où tu parles de la rosière de Pessac, le jardin des délices et les photos d'Alix. Et il y a une citation que tu utilises en exergue de André Labarthe qui m'a frappé. D'habitude, je ne relève pas les citations, mais là, pour le coup, et c'est un texte qu'il avait écrit dans Le Trafic, le numéro 8 d'automne 93, et voilà ce que ça dit. Donc, c'est André Labarthe, tu utilises ces mots, et ça dit « Quel cinéaste aujourd'hui a-t-il compris que sa matière première, ce n'est plus Balzac, ce n'est plus le roman, entre parenthèses, Malraux, Larguier, ce n'est même plus la défaite du cinéma, mais la douleur en italique, de voir se défaire sous nos yeux et avec notre active et masochiste participation, ce que Griffith, Eisenstein, Abel Gance, Jean Vigo, Renoir avaient eu tellement de plaisir à créer, et qu'il est temps de revenir à un cinéma de première nécessité, un cinéma bricolé. » C'est la beauté des hasards. Je trouve j'ai la chance d'habiter Paris et dans ma rue il y a un libraire incroyable, c'est tout ce que j'aime, c'est des caisses entières de livres, c'est pas rangé, c'est le bordel, les bouquins sont à 3 €, il n'y a que des choses introuvables et magnifiques et c'est en face de chez moi, j'y passe 2 fois par jour, une fois aller, une fois au retour, je m'y arrête systématiquement, des fois il me trouve des trucs et puis j'étais en train de, voilà, j'étais à 1 mois de finir, 15 jours de finir et donc, il me dit, j'ai reçu plein de trafic. Et puis bon, j'en rachète. Je les avais tous, j'en avais perdu plein, j'ai déménagé, comme tout le monde, je perds des trucs. J'en achète 3 ou 4 et je vais déjeuner dans la foulée. C'est en bas de chez moi. Donc, je descends, puis je prends un bar où je trouve un bistrot où je vais déjeuner un truc. Et il y a cette lettre que Labarthe écrit à Godard. Il vient d'aller sur le tournage il est acteur sur le tournage. Godard le convoque pour être personnage sur le tournage d'Allemagne 9-0. Et au retour de cette expérience-là, d'une ou 2 journées de tournage avec Godard, Labarthe fait cette lettre. Et il a ces mots. Là, je t'entendais, Samir, relire ces pages et ça me frappe comme la première fois où je les ai lus. Après, quand on les refait, quand on les retape et tout ça, on finit par plus savoir si on a raison de les mettre. Et là, en t'entendant les lire, je me dis oui, j'ai raison de les mettre. J'ai l'impression que tout ce qu'a revendiqué Eustache à partir de 78 jusqu'en 81, au moment où il est très très empêché. Lui, il pense par des forces extérieures, il pense que la culture est dans un territoire occupé. Il dit, j'ai l'impression d'être la France occupée par les Allemands. Il y a des mots durs là-dessus. Enfin, il sent que le vent ne tourne pas en sa faveur, que l'époque ne va pas tourner en sa faveur. Et qu'en même temps, ce qui est son grand plaisir, c'est-à-dire se retourner vers les cinéastes que Labarthe cite, c'est les mêmes. Globalement, c'est les mêmes. Renoir en tête, Danse ou Vigo, etc. Et que ces cinéastes-là, dans cette façon de faire minoritaire, périphérique, minoritaire, on ne parle plus du grand roman, mais on parle d'autre chose, c'est la seule manière qu'il entre. Ça, j'ai l'impression qu'il le dit, lui, Eustache, différemment, notamment en 78, dans une longue émission très belle, très dure à écouter, avec Claude Jean-Philippe, pour France Culture. Et Labarthe, sans s'en soucier, Labarthe a été très proche d'Eustache. Je ne crois pas qu'au moment où Labarthe l'écrit à Godard, il se souvient que Eustache a la même position. Ça lui ressemble être une évidence. Tu disais, c'est quelle année? C'est 92, 91, c'est ça? Je vais te redire ça, mais je crois que c'est ça, oui, 93, je crois. Attends. Voilà, on va dire, voilà. Je te dis pas de bêtises. Les trafics, ça commence en 91. C'est 93, c'est automne 93. Ouais, 93, donc tu vois, on est déjà 12 ans après le suicide d'Eustache.
Et je pense qu'en fait, la question n'a jamais cessé de se reposer, surtout dans ces années-là. Donc, il y a des années où le cinéma, le cinéma qu'on aime a été marginalisé. Et souvent, d'ailleurs, s'est mis dans une position un peu géniale. Et je pense que, ce que pointait déjà Eustache, c'est la grande blessure, en fait, si on veut. Bon, La Maman et la Putain, en 73, est un succès. C'est un scandale et que le film fait parler de lui. C'est pas un énorme succès comparé aux autres films de cette année-là qui pouvaient faire 700 000 entrées. Il ne faisait pas 700 000. Mais en tout cas, le film impressionne beaucoup, marque une génération. Et ensuite, il donne ce film totalement autobiographique, qui est le film sur son adolescence, qui est Mes Petites Amoureuses, qui est un film très, très, très intime, profond. C'est presque une définition, une redéfinition totale de ce qu'est l'intimité au cinéma, la blessure intime au cinéma. Et le film n'est pas vu, le film sort mal, il ne fait pas de festival, il est immédiatement mis en salle à Noël, il est tourné l'été, il est mis en salle à Noël pour espérer faire un succès de Noël un peu à ce qu'on appelle aujourd'hui coming of age movies, c'est-à-dire vraiment faire un film sur l'adolescent qui cherche à baiser pour la première fois. Enfin, comme il y avait les films de Pascal Thomas, Les Oiseaux, qui est pas mal, les films de Michel Lang, des choses comme ça dans les années 70. Le film est trop bressonien, trop triste, trop profondément malheureux et heurté pour réussir ça. Il y a eu des problèmes avec la critique, bon, ça s'est raconté dans le bouquin. Ouais. Le film n'est pas vu, et c'est une blessure intime, non seulement parce que faire un film qui est sur qui est une mise à nu de ce qu'a été sa propre adolescence, et voir ce film l'a refusé, c'est sans doute insupportable, et c'est insupportable pour un cinéaste, mais qu'il y a vu une coupure avec lui, ce qu'il espérait être encore une possibilité de cinéma populaire. Je pense qu'il avait le fantasme de ce dont a pu jouir Renoir, même si Renoir a eu des insuccès. Tony, c'est un insuccès. Du Carrefour, c'est un film qui a été longtemps massacré, mais quand même, à un moment donné, Renoir, à plusieurs moments dans sa vie, renoue avec le grand public. Même Bresson, enfin le Bresson de Pickpocket avait été quand même un film qui passait sur les grands boulevards, dans les cinémas pathétiques. Et que la situation dans laquelle vivait le cinéma qu'il lui voulait continuer perpétuer à faire, en 75, en 78, ce qu'il voyait arriver des années 80, c'est que ça n'est plus possible. Enfin, le lien avec le public s'est perdu. Le grand public n'a plus accès à ces films-là, pour des raisons qui restent à analyser ou qui ont été analysées par les historiens, qui ne sont pas de la seule faute de Eustache ou de la seule faute des cinéastes. Et quand on n'aura pas la faute uniquement sur la nouvelle vague, on se trompe aussi, parce qu'il y a des choses qui sont plus complexes que ça. La part de la télévision, la distribution qui avait changé, une forme aussi de politisation ça s'est polarisé, quoi. Et de fait, en fait, je pense que par exemple, Straub et Huillet, qui parlaient beaucoup du peuple, s'était fait une raison, qui sont que l'ouvrier n'ira pas forcément voir ces films, mais que de temps en temps, ça arriverait par accident, que ça leur suffisait. Eustache, ça ne lui suffit pas. Manifestement, Godard s'était fait une raison, ce qui leur permettait de tenir. Eustache il a été inconsolé de beaucoup de choses, mais je pense que cette rupture avec ce qu'avait été l'idée du grand public, c'est-à-dire sa possibilité autobiographique, je veux dire, enfin, en tout cas, ce qu'il a sauvé lui, l'idée que lui, qui était un gamin pauvre, d'un milieu pauvre, qui a bossé dans le cycle, ouvrier à déscolariser trop tôt, qui arrive à Paris, qui bosse aux ateliers de la SNCF, enfin, c'est pas quelqu'un qui est promu d'abord, non seulement à être cinéaste, et le plus grand, mais encore moins à avoir accès à Mizoguchi. Il faut être clair, il faut regarder les choses où elles sont aujourd'hui. Et lui sait qu'il a été sauvé par le cinéma. Et que si ça lui arrive à lui, c'est-à-dire pourquoi c'est pas arrivé à d'autres? C'est une question que je peux me poser, c'est une question que je ne connais pas Samir, enfin voilà, je vois un peu l'émission, mais je vois tes goûts. Enfin, je pense on se trompe quand on croit que les gens qui aiment le cinéma, qu'on a appelé ensuite d'art et essai, ou d'auteur, ou je ne sais pas quoi aujourd'hui, ce sont des gens qui sont coupés de l'idée du public. C'est une condamnation insupportable, en fait. Chez les très très jeunes cinéastes, il y a souvent l'idée, dès qu'on passe par un récit, notamment ou par une visée documentaire, qu'on pourrait rencontrer quelqu'un. En fait. Que l'autre face, il n'est pas forcément déjà défini par des coordonnées qui sont celles de la grande culture. Sinon, on se tire une balle. Et c'est tiré une balle. C'est sorti tout seul, je suis désolé pour la dernière phrase. Non, mais
Jean Eustache, Un amour si grand, c'est édité chez Capricci et vous pouvez retrouver toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. J'insiste beaucoup sur quand je parlais d'ouvrages littéraires, c'est que moi, ça ne me surprend pas parce que je lisais tes articles, donc je retrouve le style que j'évoquais. J'avais envie de terminer l'émission sur mais oui, tu l'as très bien clôturé, je pense. C'était sur comment on s'approche à un moment de la date fatidique, c'est-à-dire du fait qu'il finit par se tuer. Je pense que tu as très bien dit, en fait, sans le savoir, sans le vouloir. Donc, j'ai mis 3 mois à écrire le chapitre. Ouais. Et à trouver comment le raconter. C'est ce qu'il y a de plus dur. Et c'est pas une autobiographie. Merci. Merci beaucoup, Philippe, en tout cas, de nous avoir accordé du temps pour avoir discuté de ça, du stage. Je rappelle, les films sont accessibles depuis le 7 juin grâce au film du Losange, version restaurée en 4K. Et normalement, en toute cohérence, en toute logique, on devrait les avoir sur support, j'espère, très vite. J'espère en tout cas. C'est un peu retardé, on espérait que ce soit pour ce Noël-là. Ouais. Que ce soit pour le suivant, mais enfin, j'ai pas plus d'informations, mais c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des choses, c'est encore un peu en flottement, mais en tout cas aujourd'hui c'est sauvé, quoi. C'est le principal. Les films sont sauvés. Les films sont sauvés, et puis il y a ton livre, donc c'est très bien. En tout cas, égoïstement, en tant que spectateur-lecteur, c'est très bien. Merci, Samir. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Philippe. À très vite. Merci, à très vite. Générique. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.